c'est une ville au beau port de tout juste 80 000 habitants. Croyez-le ou non, au début de l'année 2025, son club de rugby a fêté son 100e match à guichet fermé. Tous les 15 jours, 16 700 jaunes et noirs viennent faire vibrer l'un des plus vieux clubs de rugby de France, fondé à la fin du XXe siècle. Jaune et noir, on se parle évidemment aujourd'hui des Bagnards, le Stade Rochelais. En 2014, il y a plus de 10 ans maintenant, La Rochelle quittait la Pro D2 après une victoire face à Agen. Mais à force de solidarité et de courage, La Rochelle résistera. Score final 22-31. Les Rochelais joueront l'an prochain en top 14. Depuis, tout s'est enchaîné assez vite pour les Rochelais. Le maintien d'abord assuré, l'arrivée de Xavier Garbajosa dans l'effectif du staff, puis en 2016, un projet sportif intitulé Écrire notre histoire 2020. Un plan qui marche, on peut le dire, puisqu'ils atteignent les demi-finales du championnat en 2017 et en 2019. Cette même année 2019 voit arriver Ronan O'Gara, mythique demi d'ouverture irlandais, en tant qu'entraîneur. J'aimerais gagner partout dans le monde et ça c'est... Je dis pas ça avec un mélange, mais ça m'excite. On est en train de créer quelque chose spécial ici, j'espère. En 2021, La Rochelle est vice-championne de France et d'Europe, battue contre Toulouse à chaque fois. Qu'à cela ne tienne, ils reviendront et les voilà champions d'Europe en 2022 et en 2023. Et sur la sirène, oui, c'est gagné. Ils le sont. C'est gagné. C'est gagné. Le Stade Rochelais, au prix d'un match exceptionnel, d'un effort collectif homérique, s'impose ici au Stade Vélodrome de Marseille, 24-21. Des records, il y en a eu plein. Une bête noire peut-être, le Stade Toulousain. C'est en partie grâce à eux que les Maritimes n'ont jamais réussi à décrocher un Brennus. Et cette année 2025 est compliquée. À l'heure où on vous parle, La Rochelle est 10e du tournoi et n'a que 10 points d'avance sur Vannes, le relégable. Vent contraire à La Rochelle, le club à la Caravelle est-il en train de s'essouffler? Avec Thomas, Victor et Elios à mes côtés, on en parle tout de suite dans ce nouveau format du Rugby Show. C'est parti, trompette. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. On est content de vous retrouver aujourd'hui. Après le 6 Nations, on s'est posé la question comment faire pour continuer à vous parler de rugby chaque semaine. On a décidé de faire évoluer notre format plus profond sur une question d'actualité. On traite un sujet et on vous invite toujours à nous rejoindre sur le canapé. Des épisodes où ça sera moins le bazar mais toujours aussi chaud. Ce qui n'a pas changé par contre, c'est que vous devez toujours vous abonner, sinon on vous envoie Urios dans votre sommeil. La première question, vous l'avez compris, on va parler de La Rochelle aujourd'hui. Et la première question qu'on se pose, La Rochelle a été 2 fois champion d'Europe, a gagné 2 fois la Champions Cup en 2022 et en 2023. Qui étaient, Elios, les hommes qui ont marché sur le toit de l'Europe? Alors Clément, tu fais bien de me poser la question parce que ces joueurs, personne les a oubliés. Ils ont marqué l'histoire du rugby rochelais, mais pas que, du rugby français aussi, parce que s'imposer 2 fois en Champions Cup, 2 années consécutives, c'est pas donné à tout le monde du tout. Et les Rochelais, ils se sont appuyés sur un modèle bien spécial. Ils se sont reposés sur des joueurs de classe internationale et sur un effectif très restreint. On peut en citer quelques-uns, par exemple Brice Dulin, Levani Botia, Leeds, Skelton, Danty, Kerbarlow, Aldrit aussi. Mais ces joueurs-là, ils ont une petite particularité. 2 ans après le titre, à votre avis, quelle est-elle? Ils ont 2 ans de plus. Ils sont tous double champions d'Europe. Ils sont double champions d'Europe, ils ont 2 ans de plus. Et cette année, force est de constater que c'est un peu plus compliqué. Et moi, je voulais mettre en lumière justement ces joueurs-là qui ont brillé lors des 2 dernières finales, des 2 derniers sacres européens de La Rochelle et qui maintenant sont plutôt vieillissants. On sait que La Rochelle, c'est un effectif réduit. Ils n'ont que 30 contrats pro, les Rochelais, les gars. Et un grand nombre de ces 30 contrats pro ont maintenant plus de 30 ans, à l'image d'un Dulin, 35 ans, d'un Botia, 36 ans, d'un Leeds, 32 ans, ou d'un Skelton, 33 ans. Donc c'est peut-être ça l'explication. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peut-être ça l'explication de la méforme actuelle de La Rochelle. Oui et non, je sais pas. Est-ce que vous pensez que l'âge, c'est forcément quelque chose moi, je pense que c'est aussi plutôt une usure au bout de 2 ans, 2 saisons éprouvantes, avec des joueurs internationaux qui jouent toujours trop. Ça se cumule peut-être aussi au fait
que La Rochelle n'a pas un modèle de jeu qui va pour l'économie. Enfin, c'est un modèle de jeu frontal. Et je pense que vraiment, ces joueurs étaient épuisés, à l'image un peu d'un Aldrit qui avait pris une grande pause, non? Je sais pas. Vous en pensez quoi, Thomas? Moi, j'aimerais bien voir les radios du cartilage des genoux des joueurs comme Skelton qui ont fait que se rentrer dedans pendant les dernières années là. Moi, je pense qu'à cet âge-là, les contacts ils comptent double et que du coup, quand tu as 18 trentenaires sur un effectif de 30 joueurs, Elios, tu le soulignais, ça peut piquer. Ça peut piquer, surtout quand tu n'as pas vraiment je sais pas, de renouveau, de mecs qui viennent te challenger. Évidemment qu'il y a des nouveaux joueurs qui émergent à La Rochelle, mais peut-être qu'il n'y en a pas assez. On a vu ça, on a connu ça en équipe de France à un moment où les cadres étaient trop confortés et ça les a vachement affaiblis. Et peut-être que un club comme ça qui monte en top 14 et qui 10 ans plus tard est déjà champion d'Europe, t'as un moment de gloire et puis c'était presque plus que ce qu'ils attendaient. Donc il y a une petite dépression après un double titre, quoi. Pour toi, Elios, ce vieillissement un peu de l'équipe, ça a un impact direct sur les stats actuelles du club? Ouais, bah 100%. Comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait le succès de La Rochelle? C'est qu'ils se sont appuyés sur des grandes stars qui avaient déjà beaucoup d'expérience. Et du coup, il n'y en avait pas beaucoup. Du coup, les mecs, quand ils sont vieillissants, bah forcément, ils se blessent plus. Il y a moins de concurrence au poste, donc il y a moins d'émulation, donc il y a moins de petits jeunes qui viennent pousser derrière et qui viennent remettre un peu du peps, un peu de fraîcheur. Et du coup, quand en plus de ça, tu additionnes le fait que ces mecs-là, il y a beaucoup d'internationaux, donc ils sont souvent absents. La Rochelle, bah, c'est compliqué pour le coach Ronan O'Gara de conjuguer avec un groupe aussi restreint et de jouer les premières places du classement. Quand tu vois que, par exemple, Toulouse, je crois qu'ils ont 45 joueurs professionnels dans leur effectif, sans compter les espoirs, bien évidemment. Même la SM, qui est un peu en galère cette année, ils ont, je crois, aussi 38 joueurs pro. Donc, quand tu te concentres sur un petit effectif comme ça fait mal au bout d'un moment, je pense. Mais est-ce que c'est pas... Enfin, tu vois, je trouve, bien sûr, il y a ces joueurs qui sont plus là, mais est-ce que c'est pas aussi le type de jeu qui était peut-être trop frontal et maintenant on voit des équipes vraiment déjouer ce type de jeu assez facilement. Enfin, on voit le Leinster a eu ce type de jeu, les Irlandais ont eu ce type de jeu, on voit La Rochelle qui a eu ce type de jeu et on voit plutôt l'avènement un petit peu d'équipes comme Toulouse, Bordeaux, la France, vous voyez, qui ont des jeux des fois un petit peu plus flamboyants. Et les Africains, double champion du monde, ont eu ce type de jeu. Non, mais je sais pas. J'ai un petit peu, tu vois, c'est des jeux plus de mouvement, des fois où du coup tu fais moins de blessures, t'as des corps un petit peu moins fatigués, tu vois, à la fin d'un match, je pense, que faire du méga rentre dedans. Ouais. Voilà. Ouais, tu vois, ce modèle-là, il marche bien parce que regarde, la saison dernière, ils arrivent à aller gagner en quart de finale à Toulon. Ensuite, ils ont failli s'imposer en demi-finale contre Toulouse. Malheureusement, ils ont pris deux cartons rouges par les deux piliers. Aussi, peut-être un peu vieillissant, qui avait peut-être un manque d'oxygène dans le cerveau à la 60e à cet âge-là, tu vois, contre un match de Toulouse, contre un gros Toulouse, tu vois, un petit coup de boule de Wardy. Bon, Wardy n'est pas très vieux, hein, il a 29 ans, mais toi, encore une fois, tu te reposes sur des mecs qui jouent beaucoup de matchs, sur un jeu un peu, comme tu dis, frontal. Et derrière, toi, les pépites des pros, t'en as aucun. T'as juste Mathias Haddad qui a 24 ans, t'as des Paul Boudéan 25 ans, mais à part ça, les mecs, ils se reposent sur 25 ans, Boudéan, putain, incroyable. Ouais, Astoy qui était annoncé comme la relève, qui finalement se fait surclassé par Ayayay West. Ouais. mais au final, j'ai donc 49 points encaissés pour La Rochelle, 49 essais encaissés pour La Rochelle depuis le début de la saison. Bah, autant que, merci Clément de me relancer sur cette stat, elle est très parlante. 49 essais encaissés, autant que sur toute la saison dernière. Alors que là, il reste quand même 6 matchs de top 14, il reste toutes les phases finales de top 14, toutes les phases finales de Coupe d'Europe, et ils ont déjà encaissé autant d'essais, quoi. Donc, ce modèle que tu disais, Victor, avec une grosse défense, un gros pack qui défendait fort, il montre ses limites, et c'est au final, c'est 7 points de plus encaissés par match.
entre la saison 2021-2022 où ils ont été champions et cette saison. Donc, je trouve ça assez Et du coup, c'est un manque de profondeur aussi d'effectifs, quoi, c'est ça? Est-ce que à Toulouse, tu as des jeunes qui poussent derrière, t'as un centre de formation peut-être un petit peu plus performant dans d'autres clubs qui leur sont un peu des concurrents directs, enfin, que ce soit Toulon, Bordeaux ou Toulouse, c'est quand même des très gros centres de formation et c'est vrai que peut-être qu'ils n'ont pas un effectif, tu vois, où tu as des jeunes qui amènent cette émulation et quand tu as aussi le tournoi ou autre, on a vu, ça faisait partie des clubs qui ont vraiment super formé. Et le seul bon espoir qu'ils ont, le seul espoir qui s'installe un peu dans l'effectif titulaire de La Rochelle, c'est Oscar Gégou et il est parti 2 mois au tournoi destination. Donc, non, mais... Gagner le tournoi. Il est parti gagner le tournoi. Il aurait d'ailleurs dû être révélation de l'année à la place de Pendergast, je pense. Mais ça, c'est un autre débat. Mais ça ne concerne que moi. Non, mais si les auditeurs, si vous avez le temps, penchez-vous sur l'effectif espoir de La Rochelle, si vous avez vraiment beaucoup de temps, parce qu'il en faut. Hein. Pas grand monde qui vient toquer à la porte et qui vient déranger les gros cadres. Tu vois, Teddy Thomas, il fait une très bonne saison, mais lui, il est peinard. Il sait qu'il peut se palucher toute la saison et qu'il va quand même être titulaire. Quoi. Donc c'est dur, je trouve. Il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de concurrence. Victor, qu'est-ce que tu dis, toi, contre les voix qui se lèvent contre O'Gara? Est-ce que c'est le moment pour La Rochelle de changer d'entraîneur en top 14, ou en tout cas, le moment de changer d'entraîneur tout court? Est-ce que, quelque part, on peut dire que O'Gara est maudit en top 14? Ouais, je pense pas qu'il est maudit. Quand tu as gagné 2 fois la Coupe d'Europe, tu vois, tu peux gagner le Brennus. Après, c'est vrai que quand le bateau tangue, on pointe souvent un peu le capitaine, quoi. Mais de temps en temps, tu vois, j'ai envie de dire, faut aussi avoir de la continuité et voilà, je pense pas que son discours ne passe plus. Je pense qu'il est toujours apprécié dans l'effectif. Je pense que c'est un peu aussi le chouchou du public à La Rochelle. Hein, on le voit qu'il aime bien narguer, ce petit Ronan, c'est un coquin. Ouais. Et après, sinon il y a une solution, les gars. Faut prendre Patrice Colazo. C'était avant. Il n'y a que lui qui peut te sauver de la merde. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec toi, Victor. Moi, je pense que O'Gara, c'est un mec, il est exaspérant, tu vois. Genre, nous, on l'a vu au stade il y a quelques années. On était juste à côté de lui. Il fait que brailler sans arrêt. Il braille dans un franglais un petit peu moyen, un peu à la Sean Edwards, tu vois, un peu meilleur que Sean Edwards. Mais, tu vois, c'est marrant parce que quand tu as un franglais comme ça veut dire que les Français ils comprennent la moitié de ce qu'il dit et les Anglais les anglophones comprennent la moitié de ce qu'il dit, tu vois. Et donc au final, je pense qu'au bout d'un moment, le message il se perd et je sais pas si les joueurs sont peut-être un peu exaspérés de tout ça, peut-être. Hein. L'opportunité, c'est fucking énorme. Ouais, voilà. Tu le fais hyper bien. Tu dis, Victor, que quand tu gagnes une Coupe d'Europe, tu peux gagner le top 14. Moi, je suis pas forcément sûr de ça. J'ai l'impression que c'est un championnat qui est vachement différent. Je pense à Brive notamment, qui je vous le rappelle, a gagné une Coupe d'Europe et qui, si je ne m'abuse, n'a jamais gagné le bouclier. Ouais, mais c'était en 99. Ça remonte. Après, je veux dire, c'est quand tu as les qualités pour arriver au bout d'un championnat européen 2 fois d'affilée, je pense que tu peux avoir les qualités pour battre un Toulouse qui est dans la même Coupe d'Europe en même temps. Après, honnêtement, là, sur le marché, vous voyez un pompier de service qui va venir et remplacer O'Gara comme ça? Non. Compliqué, hein. O'Gara, jamais il va sauter avant la fin de la saison. Jamais. S'il se qualifie pas pour l'Europe ni pour le top 6, là peut-être qu'à l'intersaison il y aura un peu de renouvellement, mais sinon je pense pas que tu vois, Vincent Berland, c'est pas le genre de mec qui va le mettre sur siège éjectable comme ça à 5 journées de la fin du top 14. Non, c'est sûr, mais après, peut-être que c'est les défaites contre Toulouse chaque année qui l'usent un peu plus. À chaque fois qu'il est allé en phase finale en top 14, que ce soit en barrage, en demi ou en finale, il a perdu contre Toulouse. Même la finale de Champions Cup qu'il avait fait une année, il est en finale des 2 compétitions. Voilà, la première année où il est là. Et les deux finales, il les perd contre Toulouse. Le mec, au bout d'un moment, ça doit peut-être que le Stade Toulousain a peut-être eu raison de Ronan O'Gara.
Il est résigné. Ouais, peut-être, mais tu vois, moi j'ai envie de dire, j'ai toujours plutôt aimé la continuité dans les clubs, et je vois par exemple, j'aime bien faire cette analogie parce que bon, ils ont la même couleur de maillot, mais quand t'avais l'ère Verne Cotter à l'ASM où ils dominaient un peu le championnat, ils l'ont toujours gardé, même ils y arrivaient pas en finale, et dans la continuité, dans un projet de jeu, tu arrives à construire quelque chose. Et je trouve que la Rochelle, ça a beaucoup de similarités et O'Gara a beaucoup de similarités avec ce qu'était Verne Cotter pour l'ASM il y a peut-être 10 ans. Bah, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu le grand entraîneur même avec Mola dans le top 14. Ouais. Aujourd'hui, c'est le grand entraîneur. Et ça serait une grosse perte pour le top 14 que de le virer, je pense. J'ai quand même l'impression que toutes tes analogies, c'est souvent Clermont, Victor. Non, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je pense quand même que 2 heures de masterclass, 2 heures du temps du Gomola en déplacement à La Rochelle pour filer un petit coup de main, ça peut aider. Après, là, O'Gara, il est quand même vachement fragilisé par ses derniers résultats. Hein. Le mec, il fait pas une victoire sur les 8 derniers matchs. La dernière victoire, c'est le 4 janvier. On est le 1er avril. Ouais, et le 4 janvier, c'est une victoire à 2 Flandres contre l'équipe du Gomola, l'équipe C du Gomola, et il gagne de très peu. Donc encore là, tu vois, même si c'est une victoire contre Toulouse, ça lui rappelle quand même ses vieux démons, tu vois. Ils sont presque pas gagnés cette année. Non, c'est clair, difficile pour O'Gara. Les gars, on a dit beaucoup de noir, on a fait le point sur les difficultés de La Rochelle, peut-être un peu de positif quand même pour terminer cet épisode. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Trompette. La saison n'est pas finie pour La Rochelle, à 4 points de l'actuel 6e Clermont-Ferrand. Que peuvent-ils faire sur cette fin de saison, Victor? Peuvent-ils se remobiliser? Vous me parlez de trop de blessures, trop de trentenaires qui font plus peur, mais je vous promets, les gars, il y a vraiment des solutions. Et moi, j'en ai des très simples. Alors, faut envoyer les trentenaires en cure à Dax. Les petits jeunes, on va les envoyer avec Toto Dupont. Il a 8 mois pour un peu les éduquer. Il faut recruter un petit ostéo, un psy et un petit marabout parce que franchement, ils ont enchaîné les blessures. Faut remettre Botia au centre. Comme ça, tu vois, t'es sûr, le mec en face, il a peur. Et tu vois, il aura la peur dans les yeux parce que ça c'est quand même important au rugby. Bon, de Flandre, c'était Fort Knox. Maintenant, je pense qu'il faudrait plutôt les envoyer à Fort Boyard pour un petit stage de cohésion. Tu vois, on va remettre ça. Et puis après, les gars, faut garder O'Gara, mais on planque le tableau noir. On fait des choses simples, plus tactiques, et on fait un peu comme a fait Ghezal au Loup là dernièrement. Il a dit j'ai simplifié le plan de jeu, et puis on va faire des choses ultra simples. On tue la magie et on remet du combat. Et franchement, je pense que ça. Et puis, ok, cette saison, peut-être que ça sera pas leur meilleure saison, mais je pense que l'année prochaine, ils vont pouvoir réenclencher avec un recrutement vraiment intéressant. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais je pense que quand même, La Rochelle, sur le papier, ça a les armes pour vraiment aller de l'avant. Non, je sais pas, toi, Elios, là, effectif l'année prochaine. Bah, tu vas nous dire un peu quels sont les recrutements, mais j'ai l'impression que la maison de retraite rochelaise va peut-être redevenir un petit peu une garderie ou une crèche avec avec les petits recrutements sympathiques qu'ils ont dans l'escarcelle. Bah, honnêtement, ils ont bien les petits papiers, tu vois, il part à Nice. T'auras Brice de Nice. Derrière, ils ont recruté Niniashvili et Pacom. Là, c'est les 2 arrières. Franchement, c'est le futur du top 14. C'est génial. Et puis en 9, ils virent Kerbarlo qui a 35 ans et tu prends un Le Garec. Déjà, tu as enclenché franchement un petit peu de renouveau. Et je pense que tu vois, tu as des joueurs qui ont du caractère et qui vont amener un vrai plus en fait derrière. Je sais pas, toi, Thomas, tu penses pas qu'il y a des solutions quand même un petit peu évidentes, simplifier le plan de jeu, garder O'Gara, un peu de continuité? Bah, tu parles des vieux qui sont bien remplacés, tu vois, Dulin 35 ans qui est remplacé par Niniashvili, Danti au centre ou Botia au centre qui est remplacé par
par un Pacôme, un Kerbarlo qui va être remplacé par Le Garec. Je pense que ça fait partie des solutions. Après, quand je vois pendant le tournoi destination, ça fait des mauvais résultats. Au retour du tournoi destination, ils alignent pour leur match contre le CO directement Aldrit, Gégou, Boudéan, donc 3 internationaux en puissance. Les mecs, ils arrivent et ils ont pas la même dalle, la même mentalité. Alors certes, tu viens de gagner un 6 nations, mais t'es cramé aussi physiquement. C'est en dehors du mental. Je me dis, c'est quand même compliqué quand tu as ces mecs-là qui reviennent. Tu te dis, ah bah trop bien, on a eu une période compliquée sans ces mecs. Et je sais pas si c'est parce qu'ils sont trop fatigués, si c'est parce que potentiellement ils ont les boules de revenir dans une situation un peu compliquée. Mais bah, je pense qu'ils sont quand même motivés. Mais tu vois, c'est pas facile quand tu vois. Quand tu reviens et que la semaine d'après le titre, tu es déjà en train de jouer contre le Castres Olympique, quoi. Et la Coupe d'Europe, ça peut pas leur faire du bien, franchement, vous pensez pas que c'est une autre compétition, tu as un peu moins de stress. Oui, mais puis c'est un peu la compétition où bah, ils en imposent, quoi. Je sais pas, moi tu vois souvent ça des fois un peu au rugby, on a que 2 compétitions comme ça, mais au foot des fois les mecs en Coupe de France ils performent à mort, voilà, mais c'est un peu sur le mental en fait et ça va peut-être leur faire du bien de jouer une autre compétition et ils vont revenir plus forts que jamais, non? Je sais pas, toi Clément qui aime. Moi j'espère, hein, La Rochelle c'est un club que j'aime beaucoup et que j'ai envie de voir continuer. Je suis content d'avoir des clubs atlantiques, tu vois, et du nord de l'Atlantique comme Vannes et comme La Rochelle qui sont présents en top 14 et j'ai envie de continuer à avoir cette âme de marin. Je pense que c'est un club qui va réussir à se sauver. Moi je suis plus inquiet pour cette saison qui est une saison un peu de transition comme dit Elios entre une génération qui a du mal à partir et une génération qui a du mal à arriver. On est un peu dans une période de transition pour La Rochelle. J'espère qu'Ogaran ne sera pas le fusible de cette transition-là et je pense qu'ils sont capables de trouver des solutions si jamais ils tombent pas trop bas cette saison. Et je pense que ça va être la grosse difficulté pour eux de réussir à maintenir le cap pour au moins veiller à jouer une Coupe d'Europe l'année prochaine et peut-être, si Dieu le veut, des phases finales. Pas forcément. Moi, je pense que, par exemple, faire une saison blanche, là, s'ils finissent 10e, un peu dégueu dans le ventre très, très mou et très, très gras du classement. C'est dur. Ouais, mais l'année prochaine, tu es concentré à fond sur le top 14. T'as pas de Coupe d'Europe, tu joues même pas la Challenge, tu t'en fous, tu la boycottes. Et au moins. Il pleut pas mal, hein. Il pleut pas mal à La Rochelle. Hein. S'il n'y a pas un peu de soleil à un moment dans ton année, tu peux vite te foutre par-dessus bord aussi. Hein. C'est leur compétition, la Coupe d'Europe. Donc, tu imagines bien qu'ils ont envie de la jouer. Mais c'est économiquement, ça marche pas si tu te dis que tu vas jouer que la Challenge aussi, tu vois. Quand tu as les droits TV de la Champions Cup et la moitié de la France qui va te regarder parce qu'ils n'ont pas l'abonnement Canal, mais qu'ils peuvent te regarder sur France Télé. Quoique, ça passe souvent sur beIN, d'ailleurs, maintenant, ces matchs. Ça dépend des... Ça dépend de... Et ce week-end... Mais à la fin, vous inquiétez sur le long terme pour La Rochelle? Enfin, franchement, moi je trouve que c'est un club ultra bien structuré avec leur nouvelle tribune. Ils ont une vraie région qui a été engagée un petit peu derrière, les Maritimes. Je trouve que, bon, ok, peut-être ça va être une année de rebond, tu vois, mais faut pas faire d'épiphanie. D'épiphanie. Désolé. On va pas épiloguer. Moi, je vous propose, les gars, je vous remercie. On va pas épiphaner. Merci, les gars, d'avoir été présents aujourd'hui pour discuter de façon un peu plus profonde sur un sujet. Merci d'avoir répondu au rendez-vous du Rugby Show. On espère que cet épisode vous a plu et on vous invite à nous dire pourquoi non en commentaire. Des formats un peu plus longs, un peu plus travaillés, c'est l'ambition du Rugby Show sur cette nouvelle partie de l'année, cette nouvelle fin de saison de Top 14. Merci comme chaque semaine d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Rugby Show. Et surtout, n'oubliez jamais parce que c'est toujours chaud. Pas comme La Rochelle. Oh, c'est chaud, plus chaud que dans la tribune nouvelle de La Rochelle. Abonnez-vous.